Hello Pierre, hello Megan. Salut Salut Gaël. Gaël. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur Aventure Humaine. On va explorer Marketing Flow, une communauté que vous avez créée, dont je fais partie avec Laura depuis maintenant presque un an. Et c'est le bon moment, c'est le bon timing pour aller explorer tout ça ensemble. J'aurais voulu être en face de vous à Bordeaux lors de ce séminaire que vous avez l'habitude d'organiser, mais la SNCF en a décidé autrement, donc on est à distance et on va bien gérer tout ça. Avant de creuser voilà cette aventure, réellement, je pense que c'est encore une fois c'est le bon mot. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et un petit peu partager les 3-4 points qui vous ont amené au début de l'aventure Marketing Flow. Et si tu veux bien, on va commencer par toi, Megan, alors que on vient d'en parler sur le site. Là, on fait preuve de galanterie, mais sur le site, il y a souvent écrit Pierre et Megan pour la liaison. C'est assez fun. Je t'en prie, Ouais. Megan, vas-y. Bah écoute, merci beaucoup Gaël en tout cas pour ton invitation, on est hyper content d'être là. Donc moi pour me présenter, donc je m'appelle Mégane, je suis la cofondatrice de Marketing Flow avec Pierre qui est à côté de moi. Et pour me présenter en fait à la base, moi j'étais freelance en publicité Facebook et Instagram. Ça fait je pense 2 ans et demi que je me suis lancée en freelance. Avant ça je travaillais dans des entreprises assez différentes, j'ai bossé dans des startups, j'ai bossé dans des grands groupes. À chaque fois sur des parties marketing digital, des thématiques très orientées acquisition et un petit peu conversion. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas trop de sens dans ce que je faisais. J'avais l'impression que je faisais de la pub Facebook pour des boîtes qui vendaient des produits pas très cool, qui avaient pas forcément des valeurs qui étaient proches des miennes. Et du coup, je me suis dit, avec mon copain, on a déménagé à Marseille pour son boulot. Je me suis dit, punaise, j'arrive à Marseille, je change de ville, je vais changer de vie, quoi. J'ai plus envie de bosser pour des boîtes qui ont pas de sens. Et donc j'ai commencé à chercher un boulot sur Marseille et je trouvais pas. Et du coup je me suis dit ben franchement je vais me lancer à mon compte, je vais me lancer en freelance dans les compétences que j'ai, c'est-à-dire Facebook Ads, c'était vraiment le truc que je maîtrisais le plus et dans lequel je m'éclatais le plus surtout. Et voilà, et je me suis dit bah feu, je vais me lancer en freelance, j'ai eu Pierre au téléphone. C'est marrant parce que c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, hein. Je l'ai eu au téléphone, je dis punaise, je trouve pas un boulot qui me plaît, c'est pas cool ce que je fais, je bosse dans une agence qui est pas voilà, ça me plaît pas plus que ça, il y a pas de sens et tout. Et Pierre, il m'a vraiment engueulé, je sais pas si tu te souviens de cette discussion. Oui. Il m'a engueulé, il m'a dit là Mégane, ça suffit. Tu vas arrêter tes conneries, tu démissionnes, tu te lances à ton compte. Moi, j'ai un client j'ai un client à impact positif, il a besoin d'un profil comme toi, je te mets en relation. Et voilà, et la semaine d'après, j'avais un rendez-vous avec son client et c'était parti pour bosser en freelance avec ce client-là et donc pour des boîtes à impact. Et après, bah, tu sais, c'est un monde petit, l'impact positif. Donc, j'ai commencé un petit peu à avoir d'autres clients qui étaient un peu dans la même région et le bouche à oreille. Et après, j'ai fait mon site internet, j'ai commencé à parler sur LinkedIn et ça a fait un peu boule de neige et comme ça, j'ai commencé à accompagner pas mal de boîtes à impact. Et On va y revenir sur cette notion d'impact. ouais. Et puis du coup, ben l'histoire de Marketing Flow, je pense on reviendra peut-être après. Je vais peut-être laisser Pierre se présenter, Ouais, mais en gros, voilà un petit peu avant de faire Marketing Flow ce que je faisais, quoi. super, merci beaucoup. À toi, Pierre? Ouais, c'est marrant parce que je me souviens comme si c'était hier de cette discussion parce que pour mettre du contexte, c'était, je pense, quelques semaines après le premier confinement. Et du coup, moi j'avais Megan au téléphone qui me disait, c'est la crise, c'est le confinement, il faut mieux garder son job. Et en fait, je crois que c'était genre le mercredi au téléphone et le lundi d'après, c'était son dernier jour de période d'essai. Et du coup, j'étais en mode, ok, il me reste 3 jours pour lui trouver une mission freelance pour qu'elle puisse le lundi quitter le job avant la fin de la période d'essai. Et ça s'est fait. Donc c'était un peu, c'était très, enfin c'était drôle comme moment de vie. On était tous à distance, tous confinés, et on essayait d'avoir plus de sens aussi dans ce qu'on voulait. Et du coup, bah bonjour Pierre. Moi, du coup, le parcours dans les grandes lignes, j'ai pas mal bossé dans des incubateurs et des accélérateurs à l'étranger. Déjà à l'époque, sur des porteurs de projets qui avaient beaucoup de sens dans ce qu'ils faisaient. Et puis après, j'ai rejoint Google France à Paris, dans l'équipe marketing, pendant un an au siège, puis après pendant un an en freelance. Euh, et c'est à ce moment-là, c'était la première fois de ma vie que je bossais dans un grand groupe. C'était hyper intéressant, j'ai appris énormément de choses, mais quand je bossais dans des incubateurs et des accélérateurs, j'étais hyper stimulé par l'entrepreneuriat, par les porteurs de projets, et j'avais toujours un side project à côté pour tester des choses, etc.
Et là, ça me manquait le côté d'être vraiment les mains dans le cambouis sur le terrain à tester des choses, et puis aussi être proche d'un impact local, d'un impact facile à concevoir. Et donc en fait, j'ai quitté pour me mettre à mon compte et accompagner uniquement des boîtes à impact positif dans leur croissance, parce que moi, ma spécialité, ça a toujours été le marketing, les stratégies de croissance. Et donc à ce moment-là, je suis allé à Nantes, je me suis mis en coloc avec quelques amis qui aussi ont quitté leur job. Ça nous a permis de nous lever le matin côte à côte et de nous Il y avait aider. un mini collectif. Ouais, exactement. Et ça, c'était assez puissant. En vrai, ça nous a mis sur des rails. Et pendant quelques mois, on a vraiment réussi à développer notre activité beaucoup plus rapidement. Puis le confinement est arrivé, le coup de fil avec Mégane, on commençait un petit peu à discuter de comment collaborer ensemble. Et puis c'est là qu'on a commencé à travailler sur l'idée et le projet de Marketing Flow. Super, merci beaucoup. Je mettrai quelques liens de liens d'épisodes justement où vous êtes un peu plus en détail sur cette période. Pour la petite anecdote, toi Pierre, tu as passé le confinement dans un endroit de rêve sur une île, c'est ça? À l'île Dieu avec 2 caleçons, ouais. Parce que On à n'a la pas base, vécu. avec Théo, un de mes colocataires, on devait bosser pendant 2 jours sur un projet qu'on avait qui s'appelle la boîte numérique, et on est parti avec 2 caleçons, un ordi, un t-shirt, et en fait, Monsieur Macron a fermé le pays, dont les ferries, et du coup, on est resté pendant 2 mois sur l'île Dieu à deux. Alors du coup, À au début, bosser à fond. mais du coup, et après, c'était agréable effectivement d'être sur une île à ce moment-là. Ça, c'est clair. Trop cool. Ça, c'est voilà la petite pépite, la petite anecdote. Et comment vous êtes rencontrés avant ce coup de fil? En fait, vous vous connaissiez déjà. Comment vous êtes rencontrés, Mégane? Alors nous, en fait, on a fait la même école de commerce. Donc on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, et pour l'anecdote, parce que c'est quand même assez marrant, même si à l'époque on savait pas où on serait aujourd'hui, hein, mais en gros on s'est rencontrés au moment de l'intégration. Quand arrivé, il y avait une association qui s'appelait le Bureau du développement durable et qui organisait des visites de la ville de Toulouse en vélo. Et on s'est rencontrés à cette journée-là de visite de la ville, en fait, d'intégration. Et on a pris un petit goûter et on s'est retrouvés à côté dans l'herbe assis au goûter, et c'est là qu'on a commencé à parler. Et tout de suite, on s'est dit, ouais, tu fais du surf, moi je fais du ski. Enfin, on avait déjà plein de points de commun sur nos activités, ce qu'on aimait faire. Le match est tout de suite passé, quoi. Et du coup, après, on est devenus potes à ce moment-là. On a été dans la même association. Pour ceux qui connaissent un peu le système école de commerce, on a listé ensemble. Donc en gros, c'est des campagnes où t'es un groupe de jeunes, en gros, qui veut récupérer la présidence d'un bureau. Donc nous, c'était le bureau des sports extrêmes. Et donc on a listé ensemble, on a gagné. Donc après, pendant 1 an, on était à la tête de ce bureau-là. On a organisé plein d'événements. Enfin, c'était super cool. Et voilà. Voilà un peu comment on s'est rencontrés. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, non, c'est ça. C'était en fait cette période d'école de commerce, on vit des moments très intenses, notamment dans l'organisation d'événements. On a une vingtaine d'années, donc Mégane, quand on listait, elle était trésorière, moi j'étais président de l'asso, et après quand on a été l'asso en place, quand on a gagné, moi j'étais président et Mégane est passée responsable du semi-neige, donc c'était le plus gros week-end, un des plus gros week-ends étudiants, où t'as genre 150 000 euros de budget, et il faut organiser un week-end où il y a 400, 500 étudiants qui viennent, c'est all inclusive pendant 3-4 jours, des soirées, le ski, les appartements, la bouffe et tout. C'est méga sport organisé quand t'as une vingtaine d'années. Faut commencer à manager les gens, faut gérer du budget, trouver des sponsors, etc. Et c'était pas facile. On en a chié en vrai, mais ça s'est super bien passé au final. Et du coup, ça aussi, c'est des événements qui marquent quand on est dans l'intensité. Après, pour se dire, waouh, est-ce que du coup, on sera capable de bosser ensemble plus tard ou pas. Je pense que ça a été hyper important et structurant pour nous. Ouais. Ouais. Dans l'association, c'est clair que ça a joué un rôle. Enfin, dans notre association aujourd'hui, business, ça a joué un rôle hyper important. Ouais. Super. Et effectivement, ça c'est hyper important quand on s'associe, on se dit toujours est-ce qu'on est capable soit de partir en vacances avec ses associés, soit de lui laisser la carte bleue, en gros. C'est souvent 2 questions qui peuvent être assez déterminantes. Avant de passer au jour 1 de Marketing Flow, qu'est-ce que Marketing Flow? Et est-ce qu'il y a, on va dire, un pitch du début et un pitch d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a un pitch du début effectivement et un pitch d'aujourd'hui. Le pitch d'aujourd'hui, on est en train de le façonner là actuellement à Bordeaux. Le pitch du début, c'est
avec Mégane, on a accompagné du coup des entreprises à impact positif dans leur croissance, des entreprises B2C comme des entreprises B2B. Il y en a plusieurs qu'on a fait passer à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires entre 12 et 18 mois en créant leur stratégie de croissance et en l'exécutant. On a testé plein de leviers. Et en gros, tout ça, on l'a documenté dans une plateforme où, en fait, si toi, t'es fondateur ou responsable marketing d'une boîte à impact, tu peux te connecter sur la plateforme et accéder à tous les tutoriels d'acquisition client, d'augmentation du taux de conversion, etc. C'est step by step, il y a des screenshots, t'as plus qu'à suivre et à mettre en place et voir des résultats. Et c'est surpuissant. Et du coup, quand on a lancé, c'était en avril du coup 2021, c'était ça la plateforme, il y avait déjà, je pense, plus de 100 tutoriels et il y avait une petite brique communautaire, un espace d'échange, etc. Donc en fait, on pouvait dire que Marketing Flow, c'était à la fois de la formation en growth marketing et une communauté. Sauf qu'en fait, une communauté, ça se crée pas depuis day one. Enfin, le jour 1, t'as pas une communauté. Et du coup, ça fait 1 an qu'on essaye de créer des relations, d'échanger avec les gens, de créer vraiment un sentiment de partage, de bienveillance, d'entraide, de faire en sorte que tout le monde puisse avancer dans la même direction, qu'on soit tous alignés avec des valeurs, puisqu'en fait, ce qui est important à préciser quand même, c'est que Marketing Flow, tout le monde ne peut pas y rentrer, il faut postuler. En 2021, on a refusé plus de 70 entreprises, puisque un des critères principaux qui fait le tri, entre guillemets, c'est que l'impact doit être au cœur de la proposition de valeur. Et donc en fait, si on fait quelque chose qui est pas hyper intéressant et qui a pas trop de sens, mais qu'on verse 5% à une association, et ben en fait, ça ne rentre pas dans les critères, puisqu'il faut que ça soit au cœur de l'offre et de la proposition de valeur. Et donc ça, c'était ce qu'on a, avec quoi on a lancé. On a pu avoir monté à 200, 250 membres. On a testé énormément de choses. On a rajouté des briques, des lives mensuels. On a amélioré des tutoriels, etc. Et en fait, l'espèce de gap qui s'est passé, c'est que en 2021, c'est nous qui avons créé plus de 80% du contenu avec Mégane sur la plateforme. C'est-à-dire que 2 jours par semaine, on continue à mettre les mains dedans avec nos clients en freelance, etc. Et là, sur l'année 2022, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que 80% du contenu qui a été créé sur la plateforme, c'est des membres de la communauté qui ont simplement documenté des actions marketing qu'ils ont réussi pour le partager aux autres membres. Et donc, en fait, on est en train de faire une transition d'une plateforme de formation plus communauté à une communauté, en fait, first, de marketeurs engagés qui s'entraident et qui se forment pour décupler leur impact. Et donc, nous, on a envie de passer de ce système vertical où il y a Pierre et Mégane qui descendent de l'information à tout le monde, à on est tous égaux, c'est un système horizontal, on est tous assis côte à côte et tout le monde est bon, tout le monde est talentueux, tout le monde a les mêmes valeurs. Et donc, en gros, l'idée, c'est que chacun peut expérimenter dans un sujet d'expertise et le rapporter à l'intérieur pour que tout le monde puisse aussi le tester et le mettre en place. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler en ce moment pour l'ancrer dans le marbre, on va dire. Génial. Ça me plaît beaucoup et effectivement, c'est assez naturel en étant de l'intérieur de voir ces deux pitchs, cette évolution. Mais c'est sûr que des one, ça, on peut avoir une intention et une intuition, mais de là à créer ce que vous avez fait en quelques mois, c'était pas gagné, effectivement. Ouais. Et du coup, donc là, tu viens de partager avril 2021. Donc, ce que je note, c'est que, on va dire avril 2020, Mégane, tu te lances en tant que freelance. Une année complète. C'est quoi la première conversation? C'est quoi le premier échange sur vas-y, on fait le truc à deux? Je pense qu'on avait eu plusieurs... En fait, pour remettre un peu de contexte, avant d'être freelance, de bosser, etc., quand on était dans nos stages, on était encore étudiants dans les stages, etc., on avait déjà mentionné le fait que tous les deux, on avait envie de bosser pour des projets qui avaient du sens. Donc, il n'y a pas eu une conversation, c'était un peu un morcellement de plein de conversations qu'on a eues au téléphone. Moi, je me souviens, on était à l'étranger tous les deux, on s'appelait en décalage horaire, on se racontait nos vies, on était là en mode, ouais, un jour, ce serait cool de faire Enfin, chacun de notre côté, on n'avait pas évoqué l'histoire de l'association, mais chacun on se disait d'avoir un truc qui a du sens et tout. Et je pense qu'après, à partir du moment où moi, je me suis lancée en freelance, c'est Pierre, on avait eu, je pense, la semaine d'après où je me suis lancée, on s'était appelé au téléphone et tu m'avais dit, moi j'ai un projet, t'avais envie de lancer un nouveau truc dans l'impact positif et il m'avait dit, est-ce que ça dit qu'on y réfléchisse quoi? Est-ce que ça dit qu'on bosse ensemble dessus?
moi j'ai quelques idées, mais voilà, est-ce que toi, je sais que tu avais envie de lancer aussi enfin, que tu avais envie de faire quelque chose qui avait plus de sens, est-ce que ça te dit qu'on réfléchisse à une idée? Et en gros, au début, on s'est pas dit, on va lancer une entreprise, on va tous les deux se mettre full time dessus, on va se verser des salaires. Pas du tout. Au début, on s'est dit, c'est un side project, on est freelance, faut qu'on gagne notre vie, et est-ce qu'on peut pas lancer un petit truc à côté pour tester, quoi, pour voir un petit peu, et je pense que c'est là la première conversation, c'était ça. Et après, il y en a eu plusieurs. Enfin, tu vois, il s'est passé un an, hein, entre le mois d'avril 2020 et avril de 2021, il s'est passé du temps. On a beaucoup réfléchi, on a eu des idées. Au début, on s'était dit, on va faire des decks de formation. Donc, on était en mode, on va faire des Google Slides. Enfin, on a eu plein d'idées différentes. Après, on s'est dit, on va faire une offre d'accompagnement. On avait eu des boîtes au téléphone en mode Pierre sur plus la partie, parce qu'on a des compétences assez complémentaires. Donc, Pierre, la partie emailing, site internet, taux de conversion, plus B2B, moi plus e-commerce, Facebook Ads, Google Ads, etc. Et on s'était dit, on va peut-être faire de l'accompagnement un peu en mode agence. Enfin, tu vois, on a exploré plein de pistes. On savait pas trop par où aller, quoi. Mais au début, c'était vraiment de manière hyper informelle en se disant, on va créer un petit side project, on y va brique par brique, et puis on verra bien où ça nous mène, quoi. En gros, c'était ça, hein. Ouais, c'était ça. Et donc avril 2021, qu'est-ce qui est en ligne? Qu'est-ce qui est créé? Est-ce qu'il y a une entreprise? Est-ce qu'il y a juste le site internet? Un dépôt de marque? Qu'est-ce qui est concret dans la matière? Un pacte d'associés? Qu'est-ce qui est sur le bureau, Pierre? Peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, avril 2020, on commence à échanger là-dessus, mais il y avait quand même un truc qu'on avait, c'est que moi j'avais lancé des petits hacks marketing un an auparavant, à peu près, même pas en fait, 8 mois. C'était en septembre 2020 du coup que j'avais lancé. Du coup, il y avait donc c'est une newsletter gratuite qui te permet de recevoir un hack marketing chaque matin dans ta boîte mail. Il y avait une très belle traction parce que je pense qu'il y avait 4 ou 5 000 déjà inscrits en quelques mois. Et du coup, il y avait aussi ce truc de dire qu'est-ce qu'on fait de ça. Et en même moment, il y avait aussi le début de Substack. À l'époque, quand on commençait à discuter avec Megan de ça, Johan Lopez, qui a créé Snowball, qui est genre le plus gros Substack France, voire même dans le monde, n'avait pas encore créé. Je me rappelle, je l'avais au téléphone en mode « Ah, est-ce que tu veux en créer une? Comment ça fonctionne? » machin et tout. Et on se posait la question. Et on avait quand même ce truc de se dire, waouh, on a quand même genre déjà une base là de personnes qui kiffent un modèle. Ça peut être cool d'essayer d'y aller étape par étape avant de vouloir créer une boîte, avant de vouloir créer plein de choses. Commençons par aller à l'étape 2 avant d'aller à l'étape 10. Et donc du coup, on a commencé, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, à bosser là-dessus sur une newsletter payante. Et en fait, du coup, fin août, on s'est retrouvé à Marseille chez Megan. On a bossé dessus, on l'a lancé début septembre. Et donc là, le modèle, c'était, tu payes 9 € par mois. Et ça s'appelait Marketing Flow, cette newsletter. Ok. Alors, Marketing Flow, putain, le nom pour le trouver, bon, bref. Encore une autre histoire, ça. Ah, les brainstorming de l'enfer. 9 € par mois. Et en fait, tu recevais le mardi un tutoriel stratégique, donc les tutoriels qu'on peut retrouver dans la plateforme actuellement. Et le vendredi, 2 best practices, voilà, avec des, je sais pas, des outils, des choses, des articles d'actualité sur le marketing, la croissance, etc. Donc ça, chaque semaine. On a eu, je sais pas, peut-être entre 100 et 150 inscrits le premier mois. Et en fait, sur les 6 mois qui ont suivi, on est monté à entre 270 et 300 personnes qui payaient 9 € par mois. Et en fait, c'est avec cette base de personnes qui payaient qu'on a commencé à envoyer des questionnaires en mode qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, comment on peut améliorer, etc. Et on s'est rendu compte, il y a des gens qui disaient, moi j'aimerais pouvoir avoir des réponses à mes questions, j'aimerais bien pouvoir les retrouver plus facilement, parce qu'en fait c'est dans un Substack, donc il n'y a pas une barre de recherche avec des mots-clés, etc. Puis nous, il y avait toujours ce truc de, quand même, on s'était vachement alignés dès avril sur la vision, la mission, la proposition de valeur, qui devait être affiné au fur et à mesure, mais la mission, c'était quand même d'aider les boîtes à impact positif à mettre leurs produits innovants dans les mains du plus grand nombre le plus rapidement possible. À la base, c'était ça. Et donc, en fait, le problème de la newsletter Substack, c'est que t'as 270 personnes, tu sais même pas si les gens ils font de l'impact positif, tu peux pas le contrôler, etc. Donc, nous, on avait une frustration. Et donc, en fait, c'est en décembre où on s'est eu au téléphone et on se disait... donc, on a lancé en septembre et en décembre, on disait ça serait cool de peut-être faire une plateforme, etc. Nanana. Et là, se dire, on a demandé dans la communauté No Code France comment faire une plateforme No Code. Ils nous ont dit, avec Webflow, avec MemberStack, avec JetBoost, vous pouvez faire un truc cool. Et là, on a commencé, je me rappelle, le 30-31, un peu, enfin, pendant ces jours-là de fin décembre, à mettre un peu les mains dedans chacun de notre côté. Donc moi, je suis un énorme peintre dans ce genre de truc, donc je foutais le bordel.
Et Megan, elle a dit, bon, t'arrêtes de tout casser Écoute, ce que je fais, tu me laisses faire le truc, tu fais autre chose. Et du coup, elle a pris le taureau par les cornes. Et en fait, Megan, de janvier à du coup fin mars, elle a construit toute la plateforme. En parallèle d'accompagner les clients, documenter des nouveaux contenus, continuer à une, envoyer des tutoriels chaque semaine sur la newsletter. une brute opérationnelle quand même. T'es Clairement. très forte en organisation et en focus. Ça envoie du bois, hein. On le voit Bah sur les écoute, tutos. Tout, 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 tout. bah écoute, ouais, c'est vrai que en fait, on n'avait pas le choix. Moi, j'étais en mode, j'ai pas le choix, tu vois, on n'avait pas l'argent pour payer un développeur. On n'avait pas l'envie parce qu'on voulait être autonome et qu'on voulait tout faire nous-mêmes et il fallait que ça aille vite. Et du coup, ben ouais, quand t'as pas le choix, tu te sors les doigts entre guillemets. Hein, désolée de l'expression, mais c'est vrai quoi. C'était, on était un peu, ouais, on était face au mur quoi. Fallait qu'on avance et puis on avait plein de projets, on avait envie de faire plein de trucs et tout et voilà, fallait que ça sorte quoi. Et du coup, avril 2021, qu'est-ce qui change par rapport à... Donc, vous avez déjà le nom, il y a le site qui est en ligne, vous faites un lancement sur la base des 270 clients de la newsletter? Ouais, juste avant, parce que tu as posé la question tout à l'heure, et je pense que c'est un peu lié, on a créé officiellement les statuts de Marketing Flow en janvier. Ok, Donc, tu vois, en décembre, on se dit on va lancer une plateforme. Janvier, on crée la société. Avant ça, on faisait ça. Enfin, on avait tous les deux une micro-entreprise, donc on gérait avec notre micro-entreprise. Voilà, on faisait un bien peu, on sûr. a bidouillé hein, comme on pouvait au début. Et quand on a vu que ça prenait, que ça marchait, on s'est dit on va lancer une plateforme. Là, on a créé les statuts officiellement en janvier. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Enfin, pour le lancement, effectivement, on avait cette base de données de gens qui étaient hyper contents d'avoir rejoint Marketing Flow, de recevoir nos tutoriels, mais c'était pas assez pour eux, ils voulaient un peu plus. Donc, on a évidemment capitalisé là-dessus, mais surtout, on a capitalisé sur les petits hacks. Parce que Ouais. Pierre, là, ça faisait un moment que c'était lancé, ça marchait hyper bien, et la base de données, quand on a lancé Marketing Flow, elle était à combien? Elle devait être à, 7000 têtes, un truc comme j'allais dire ça. 8000, 8000 ouais. têtes, ouais. Mm. Sachant que j'ai fait une grosse gaffe le jour du lancement. Toujours. Oui. Même les pros. Moi, je fais vite, je fous le bordel et Megan derrière, elle est en mode putain, faut tout ranger encore. C'est l'enfer. En fait, bah, du coup, on s'est dit que c'est hyper dur, en vrai, en termes de retour d'expérience. On l'a pas hyper bien vécu avec Megan, la transition d'une offre à une autre. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils sont venus pour une offre. Ils sont venus pour payer 9 euros, avoir des tutoriels. Et même s'ils te répondent Il y pas a trop des quand t'envoies déçus. un email, ouais. En fait, t'envoies un email en demandant qu'est-ce que t'en penses et tout. Il y a la trois quarts qui répondent pas. Mais en fait, ils kiffent. Et ils prennent pas le temps parce que voilà, pas le temps, tu vois. Et du coup, en fait, d'un coup, on leur dit, bon bah voilà, en fait, ça va plus être la newsletter à 9 euros, ça va être une plateforme qui coûte 500 euros par an. Mais si t'avais payé l'abonnement annuel, parce que tu pouvais payer l'abonnement annuel à 90 euros, je crois, un truc comme Ouais, ça, c'est ça. à la newsletter, et ben on t'offre la première année à Marketing Flow, tu vois, en mode bêta-testeur. Donc cool. Mais les gens qui payaient 9 euros par mois, on leur donnait l'accès, je pense, pour une centaine d'euros. Mais du coup, en fait, ils se disent, bah, moi, je payais 9 euros, j'ai pas envie de payer 100 euros. Donc, t'as tout ce truc-là. Et donc, en fait, moi, au moment de supprimer Substack, parce qu'en fait, il fallait qu'on supprime Substack, alors du coup, on a donné l'accès gratuit à tous les gens qui avaient payé l'annuel, tu vois, à la plateforme, et j'ai remboursé au prorata tous les gens qui avaient payé l'annuel. Donc, en gros, on a perdu 4000 euros en un clic. Tu me suis, Gaël? C'est un peu technique, mais en gros, Ouais, le j'ai chiffre compris. faut dire, en une minute, on a perdu un quart du chiffre d'affaires qu'on avait fait depuis le début. Et c'est à ce moment-là que Megan m'a renommé l'abbé Pierre. Voilà. Depuis ce jour-là, Pierre, Ah, dans c'est mon message, génial. on passe sur Messenger, et Pierre, je peux te montrer ah non, j'ai pas mon téléphone, mais j'aurais pu te Vous montrer l'avez vraiment. partagé, ça? Est-ce qu'on l'a partagé publiquement? Non. Je crois pas. Par contre, on a envoyé un email aux membres en leur disant, bon bah voilà, on t'a remboursé. Et en vrai, on va pas te demander de refaire une facture, machin, genre pour 40 euros ou 30 Ouais. euros, ça fait chier. Et du coup, même si nous, bah en fait, tout ça additionné, ça fait quand même une somme. Ah ouais. Mais et franchement, il y a quelques personnes qui nous ont dit, envoyez-nous une facture, il y a pas de problème. Enfin là, c'est trop cool, mais on n'a pas accepté. On a dit, on assume l'erreur. Enfin, Megan assume mon erreur et moi Par, j'assume la mienne. par contre, en contrepartie, faites du bruit, faites de la recommandation ou du bouche-à-oreille, non? Bah oui, c'est vrai que dans C'était le ça un mail, peu le... je sais plus comment on avait dit le truc. C'est toi qui l'avais envoyé le mail en disant salut, vous allez recevoir un remboursement. Bon bah c'est juste que j'ai fait une petite boulette. Bah du coup, on va pas vous demander de nous rembourser, mais si vous aimez Marketing Flow, bah vous pouvez parler de nous et c'est cool quoi. Mais c'était pas poussif, hein, c'était un mail hyper chill Oui, en oui, mode voilà.
juste pour les prévenir qu'ils allaient recevoir et que c'est pas parce qu'ils sont des abonnés. Enfin, tu vois, ça continuait. Enfin, voilà. Il y a quand même des gens, faut te dire, ils ont rejoint Marketing Flow, donc l'abonnement annuel, peut-être un mois avant qu'on passe à la plateforme. Donc, ils ont payé 90 € pour accéder à l'année. On leur offre l'accès à Marketing Flow pendant 1 an à la plateforme et en plus, on a remboursé au prorata. Donc, ceux qui Donc ont 80. rejoint. Ouais, exactement. Donc en fait, il y a des gens, ça il y leur en a a coûté 10 €. 10 € pour la première année à Marketing Flow. Oh, la Qui promesse. coûtait 500 € hors taxe. Donc bon, voilà quoi. Et c'était quand même un sacré moment. En vrai, on l'a trop bien vécu ce moment. C'était marrant. Oui, c'est clairement, mais c'était sport. Ouais. Et, et donc là, ok, il y a combien de personnes peut-être sur le premier mois il y en a combien qui restent et il y en a combien qui s'inscrivent sur ce premier lancement? Tu te souviens toi? Ouais, je pense que je sais que sur le mois d'avril, parce qu'en fait nous, tu sais, vu que c'est un abonnement annuel, il y a des renouvellements, donc on a vécu le premier renouvellement en avril cette année. Et donc en fait, les personnes qui pouvaient renouveler, il y en avait à peu près 150. Donc ça veut dire que en avril, au lancement, il y a eu à peu près 150 personnes qui nous ont rejoints, sauf que en fait, on a communiqué déjà auprès de ces des personnes qui payaient l'abonnement à 9 €, et après on a communiqué auprès de la newsletter des petits hacks marketing un peu plus. Donc je pense que ça faisait genre du 120 plus 30, tu vois, 120 personnes qui étaient déjà abonnées payants, donc on va dire 30%, 33% et après le reste, on a eu 20-30 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, sur la landing page, c'était vraiment marqué, c'est pour les entreprises à impact positif. Mais on n'avait pas encore mis un système pour postuler. Donc en fait, les gens, c'était un peu par rapport à leur propre jugement. Ça, c'était vraiment beaucoup de discussions avec Megan sur c'est quoi l'impact, comment est-ce qu'on juge, c'est hyper subjectif. Et donc du coup, en fait, au début, il y a certaines personnes qui sont rentrées qui, au final, faisaient pas vraiment d'impact. Il y a quand même des gens qu'on a dit de repartir de Marketing Flow. Ça, c'était pas facile. Je me rappelle quand même d'une discussion où ça, c'était le tout début. Tu vois, c'est genre le truc où d'un coup, tu vois une notification, tu vois plus 600 € TTC. Donc là, tu fais une petite danse dans ta cuisine. Ensuite, tu scrolles et tu vois la personne et tu regardes ce qu'il fait et t'es en mode quoi? Un bot pour investir dans les cryptos. Donc là, là, d'un coup, l'ascenseur émotionnel est en train de retomber. Tu discutes avec la personne et tu fais salut, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Évidemment, jamais dans le directement, bah non, c'est pas possible, il faut que tu quittes et tout. Toujours dans le questionnement, essayer de comprendre. Donc, tu peux me raconter ce que tu fais, quel est l'impact? Et la personne me répond, bah moi, j'aide les gens à avoir un statut social. Et donc là, moi, je lui dis, bah écoute, je suis désolé vraiment, mais je vais te rembourser. Parce que là, c'est pas possible. Les gens qui aident des gens à avoir un statut social en investissant dans les cryptos, on va avoir un choc de valeur assez fort dans les échanges. Et donc nous, c'était hyper important pour nous de préserver, tu vois. Dès le début. Ouais. Et en fait, dans notre idée, dans notre vision, c'est dès le début, mais en fait, ça fait déjà plus de 6 mois que ce mouvement-là, il est en train de se créer. Ouais, carrément. Mais depuis, en fait, nous, dès nos premières discussions, c'était un sujet, l'impact positif. C'est juste qu'on savait pas comment faire. Tu vois, on n'avait pas mis le doigt sur c'est quoi le mécanisme pour nous assurer que on aide vraiment que des boîtes qui partagent nos valeurs, etc. Donc, au début, tu crois que juste mettre sur ton site internet que c'est pour les boîtes à impact positif, les gens sont assez cool, tu vois, ils vont se dire non bah c'est bon, je vais pas postuler, je suis pas dedans. Non, en fait, si le truc leur plaît et qu'ils sont persuadés que ça va les aider, bah ils vont prendre l'abonnement, ils vont rejoindre quoi. Donc on a mis un peu de temps à mettre le doigt sur comment on fait concrètement pour que nos engagements ils prennent vie. C'est-à-dire qu'on avait des engagements dès le début, on savait où on voulait aller. Mais le fait de fermer les portes et de dire en fait on rajoute une étape où tu dois postuler, nous on regarde ton site internet et après on t'envoie le lien de paiement pour que tu puisses nous rejoindre, ça a mis un peu, c'est vrai qu'on a mis un peu de temps parce que en plus on s'est dit mais qui fait ça quoi? On se jette. En tant que marketeur, tu sais que rajouter de la friction dans l'étape de conversion, c'est énorme, tu vois, c'est vraiment engage. Et du coup on s'est dit mais enfin on a mis du temps à se dire vas-y balls all-in, on y va quoi. C'était une grosse décision, on savait pas du tout comment ça allait être accueilli, on savait pas du tout si ça allait marcher. On s'est dit mais putain, ça se trouve il y a plus personne qui va postuler parce que c'est trop long, tu vois, entre le moment où tu trouves que c'est cool et le moment où tu rejoins, tu dois postuler, tu dois échanger avec les fondateurs, enfin c'est un peu chiant quoi. Et en fait vous avez pu le faire au cours de l'été, donc quelques mois après le gros pivot. C'était en juin hein, quand même. Ouais, ça arrivait assez vite hein. Donc ça arrivait vite quand même. En fait, on s'est vite rendu compte, en fait on a vite senti une dissonance en fait entre certains membres qui nous rejoignaient, qui étaient hyper engagés, qui avaient des belles valeurs, qui voulaient aller dans le bon sens et tout, et d'autres. Et c'est quand on voyait les échanges, tu vois, entre eux, on se disait, waouh, en fait, là, il y a un vrai choc. Enfin, genre, il y a trop une grosse différence. Faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Voilà. Mais donc, ça arrivait assez vite.
Mais c'est un sacré casse-tête, hein. Quand t'es marketeur, c'est un casse-tête. En fait, par rapport à ce que vient de dire Megan, on s'en rend pas forcément compte quand on n'a pas le nez dedans, mais en vrai, il y a quand même un vrai décalage de discussion entre des personnes qui travaillent au quotidien pour avoir un impact positif, pour mener un projet qui a du sens. En fait, le centre des discussions, il n'est pas business. Il est sur comment on va maximiser l'impact, comment on fait les choses bien. Et on n'est pas sur comment en mode faire le pirate et gagner le plus d'argent possible. Et en fait, il y a plein de gens qui font du marketing digital aujourd'hui ou qui ont des business en ligne où eux, leur seul intérêt, c'est comment augmenter leur chiffre d'affaires le plus rapidement possible avec toutes les méthodes possibles et imaginables. Et donc en fait, quand tu mets deux personnes comme ça en discussion, bah en fait il y a une dissonance qui se crée et du coup c'est hyper important de se dire bah là ça marche pas en fait parce qu'en fait il y a des contradictions dans les valeurs, dans la manière de faire, dans la vision, dans la manière de voir les choses. Et donc il fallait absolument se créer cette safe space où en fait quand on discute entre nous, en fait en vrai c'est beaucoup plus dur. Tous les gens avec qui on bosse dans la communauté, c'est beaucoup plus dur de faire de l'impact. Oui, c'est plus cool aujourd'hui, mais c'est plus dur. Tu fais moins de marge, ça coûte plus cher, Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, tu fais pas de code promo, enfin en tout cas beaucoup moins, etc. C'est sûr et certain que c'est plus dur de développer sa boîte. Et donc quand à côté de toi il y a un mec qui dit ouais j'ai fait 2 millions machin et tout, bah, parce qu'en fait ils vendent un truc qui apporte pas vraiment de valeur et qui en fait bah, ils vendent ça à n'importe qui sans vraiment savoir si les gens l'utilisent. En fait c'est horrible, c'est frustrant. Donc il fallait créer cette espèce de gens qui se disent on avance dans la même direction, on sait que c'est pas facile mais on s'entraide et on va y aller. Moi, j'ai une petite anecdote. Je me souviens d'une fois, quelqu'un qui a posté salut. Enfin, il y avait une discussion entre deux membres de la communauté. Il y en a un qui disait moi, j'ai besoin de. Comment je peux faire pour squeezer la RGPD et envoyer des mails à des gens qui n'ont pas demandé? Et là, t'as un mec de la communauté qui lui répond mais pourquoi tu veux faire ça en fait? Genre, t'as pas envie d'envoyer un mail à quelqu'un qui n'a pas envie d'en recevoir, tu vois? Et je voyais ça m'avait marqué cette discussion. Je crois que c'était avec Ludovic de Tisu. Qui disait je comprends pas pourquoi tu veux comme ça squeezer la RGPD et en fait envoyer des trucs à des gens qui n'ont pas demandé quoi. Et ça m'avait marqué, je m'étais dit ah ouais il y a quand même une différence tu vois de moyens et de mindset marketing quoi. Donc nous, on a vraiment été dans un enjeu au fur et à mesure d'épurer entre guillemets, les membres et de se dire, en fait, vu qu'on a énormément insisté sur le côté impact positif, les quelques membres qui nous ont rejoints qui n'avaient pas forcément d'impact, en fait, de base, ils sont devenus fantômes dans la communauté. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont utilisé un peu le contenu, mais ils faisaient plus partie. Et là, ce qui est hyper intéressant au final, c'est que tu vois à quel point, plus tu niches ton message, plus tu parles de manière clivant, plus en fait, tu vas attirer certaines personnes et en fait, entre guillemets, rejeter d'autres. Donc là, je te disais, en avril cette année, on a eu le premier renouvellement. Et sur les 150 personnes qui devaient renouveler, il y en a 55 qui ont renouvelé. Et sur les, 95 qui n'ont pas renouvelé, 80% ne faisaient pas vraiment d'impact. C'était les premiers du début qui prenaient la newsletter payante, etc., qui étaient, je sais pas, des agences ou des trucs. Et vous l'attendiez, vous étiez là. Ouais, super, allez, parfait. On était le curieux, noyau. Tu vois. On se demandait vraiment qui va rester, qui va partir dans ces membres-là. C'était vraiment on s'en parlait souvent, on se disait ouais, mais nos chiffres. Alors, tu vois, on savait que sur le mois d'avril, les chiffres du renouvellement étaient pas hyper cohérents avec notre positionnement actuel, donc on était curieux, ouais. On se demandait comment ça allait se passer ce renouvellement. Et donc, à la création de l'entreprise, est-ce que vous avez fait un pacte d'associés? Non. Où vous êtes répartis vraiment, vous avez pris un moment pour dire, ok, toi, t'es bien là-dedans, tu es compétente là-dedans, toi, tu as un esprit comme ça, donc ta zone de responsabilité sera celle-ci, celle-là, et on s'organise comme ça. Déjà, nous, alors ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait 50% chacun dans Marketing Flow, donc on a mis exactement le même capital dans l'entreprise. On s'est toujours dit que de toute façon, les décisions se prendraient toujours à deux. Pour l'instant, on n'a pas l'ambition de devenir une grande boîte avec 30 personnes. Enfin, on est très bien tous les deux et on a envie d'avoir cette croissance un peu mesurée et minimaliste. Et ensuite, on n'a pas noté, on s'est réparti les tâches, mais on les a pas notées dans un document officiel, un pacte d'associés, parce que on est potes et qu'on se fait confiance et qu'en fait ça marche comme ça au feeling et c'est comme ça c'est la vision qu'on a pour notre entreprise en tout cas. Donc oui, on s'est réparti les tâches. Si tu veux, on peut en parler. Enfin, on s'est assez vite rendu compte, si tu veux, qu'on était très complémentaires à la fois dans nos compétences marketing, parce qu'on ne maîtrise pas les mêmes leviers, mais aussi dans notre façon de travailler, dans notre personnalité. On est assez différents tous les deux. Et en fait, on s'est réparti les tâches effectivement. Donc
Je te vois sourire, qu'est-ce que tu dis? Non, mais j'attends que tu racontes comment c'est réparti. Alors, comment c'est réparti? En fait, on s'est assez vite rendu compte que Pierre, il est très bon dans le relationnel. Il a un très bon relationnel avec les gens. Il est très fort pour nouer des belles relations dès le début, pour donner envie aux gens de croire en son projet, de le rejoindre, etc. Enfin, moi, c'est un truc que j'admire chez lui, donc parce que je suis pas capable de le faire. Et du coup, bah, Pierre... Elle est carrément capable de le faire. Elle ment. Non, c'est pas vrai. Elle le fait d'ailleurs très très bien. Du coup, bah, bon, bref, Pierre, il a toute la partie, il s'occupe de tout ce qui est vente. Donc, c'est lui qui s'occupe de structurer notre funnel de vente, d'aller parler aux gens en premier pour leur donner envie de s'inscrire au petit hack, peut-être de nous rejoindre après. C'est lui qui fait les démos de la plateforme. Tu gères aussi toute la partie email. Donc, quand il y a des gens qui nous écrivent par mail, c'est souvent Pierre qui répond. Sauf quand c'est moi qui écris, et bien sûr, là, je réponds de temps en temps, mais c'est lui qui s'occupe de ça. L'acceptation des candidatures, c'est de ton côté aussi. Yes. Donc, tu as vraiment toute cette partie réflexion autour du process de vente. C'est toi aussi qui, la plupart du temps, c'est toi qui viens avec les idées pour... bah voilà, on augmente notre tarif tous les 6 mois. Qu'est-ce qu'on va envoyer comme mail, comme communication pour donner envie aux gens de nous rejoindre, etc. Tu as vraiment cette... Les idées, souvent, elles viennent parce qu'on est en relation aussi avec les prospects et les clients. C'est sûr on est tout de suite au terrain, quoi. Tu mentionnes un super truc parce que c'est vrai que comme Pierre, il avait beaucoup de gens au téléphone, que ce soit en... Enfin, tu vois, tu fais beaucoup de démos et tout. Ouais. Du coup, c'est souvent toi qui es source de propositions aussi sur ce qu'on devrait améliorer dans la plateforme. Parce que t'es au contact direct avec les clients et avec les membres et tout. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc où je me suis rendu compte que moi, du coup, j'avais aussi plein de feedback positifs pendant des calls de personnes. Je fais la démo et la personne est en mode, ah putain, mais c'est méga complet et tout, machin. Et en fait, Megan, je lui disais pas forcément tout. Et en fait, le truc, c'est que là, aujourd'hui, on commence à vraiment poser des bases saines, on sait ce qu'on a réussi à créer, et du coup, on a une espèce de confiance qui s'est créée aussi. Mais avant, on n'avait pas méga confiance, on était souvent dans un doute de est-ce que ça va marcher, etc. Et du coup, Megan, souvent, elle avait ce rôle de dire est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on fait, etc. Parce qu'en fait, elle avait moins de temps de discussion que moi avec les membres et avec les personnes qui étaient intéressées. Et donc moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit mais je faisais des screenshots tous les jours, elle recevait des screenshots sur Messenger de personnes sur LinkedIn disaient ça c'est ouf, ça j'adore ça machin, pour booster la confiance, parce qu'en vrai c'est hyper important quand tu développes ta boîte d'avoir tout le temps des feedbacks négatifs aussi, constructifs, mais positifs c'est primordial, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai eu un moment où moi je me remettais en question tout le temps parce que j'avais pas ce contact-là, j'avais pas les avis positifs que toi tu recevais. Ouais. C'est vrai que ça c'est un truc qu'on a amélioré après. C'est vrai que tu m'envoies tout le temps des screenshots en fait, même aujourd'hui. Hein. Oui, je continue. Il passe sa vie à envoyer des screenshots. Bah oui. donc du coup, voilà, donc ça c'est Pierre et toi, Megan. Tu t'es focalisé, tu t'es vraiment mis en gros en back-end, mais vraiment très 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 organisé. Ouais, moi je suis quelqu'un de très organisé. J'ai toujours été très organisée, j'adore faire des post-it, je suis très visuelle aussi. Donc en fait, ça collait bien avec ma personnalité et ce que j'aimais faire, de me donner les tâches, donc tout ce qui est structure de la plateforme, intégration des outils, gestion de Google Analytics, du Google Tag Manager, donc tout ce qui demande un peu d'être rigoureux, d'être organisé, tout ce qui est visuel aussi, donc toute la partie, bah voilà, où est-ce qu'on met le logo, de quelle couleur, quelle police, quelle taille, le branding, alors... Je mets des gros guillemets parce que c'est pas mon métier, hein, donc je bidouille comme je peux. Mais en tout cas, j'essaie de m'assurer qu'on a cette cohérence-là. Et après, voilà, je pense que c'est à peu près mes missions. Hein. Et la partie administrative, finance, ça se fait à deux. C'est tous les deux. Vous avez une session. Comment vous faites vos points, un petit call tous les jours, une session hebdomadaire? Alors nous, on travaille 3 jours par semaine sur Marketing Flow. Donc on se garde 2 jours pour travailler avec nos clients en freelance parce que c'est important pour nous de continuer à mettre en place des choses avec nos clients pour qu'on puisse les documenter dans la plateforme. Et puis on se sentirait pas légitime de former les gens et de leur donner des conseils si nous-mêmes on met pas les mains dedans. Donc on a quand même 2 jours sur nos clients et donc 3 jours par semaine, on se fait un call. Les 3 jours, on se fait un call tous les deux. On se fait un call. Alors on a beaucoup changé d'horaire parce qu'au début on le faisait le matin. Après moi je me suis aperçue que le matin c'était le moment où j'étais productive, ça me cassait, etc. Donc on a décalé. Maintenant c'est tous les après-midi. C'est à 16h30 qu'on s'appelle. Ouais. Donc le lundi, le mercredi et le jeudi on s'appelle à 16h30. Dans la théorie ça dure une demi-heure. En vrai ça dure 2 heures parce qu'on se raconte aussi nos vies, etc. Bon on est potes, hein, donc on dérive vite sur les sujets un peu perso aussi.
C'est ça qui Euh, amène saveur, motivation, énergie exactement. Ouais. et toutes ces idées, toute cette créativité qu'il faut quand on est aux commandes de tout ça. Ouais. C'est marrant cet horaire parce que avant c'était le matin et moi du coup je suis vraiment du matin et du coup le matin je suis en mode je suis au taquet. Genre, moi je pense que je peux me lever à 7h ou 7h30 même sans réveil quand je suis en forme et que je dors bien et en fait 5 minutes plus tard je peux être devant mon ordinateur et être très 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 productif. Mais plus on avance dans la journée par contre plus je deviens vraiment un... Voilà. Et donc en fait maintenant on fait donc à 11h30 j'arrivais et j'étais en mode on pourrait faire ça, on pourrait faire ci et Megan elle était en mode ouah doucement. Et maintenant c'est à 16h30 et du coup à 16h30 moi je suis en mode ouah doucement. C'est vrai, on a vraiment vu le shift, c'est un truc de dingue. Bon, on n'a pas du tout, on fonctionne pas pareil sur ça. Hein. Ouais. Pas du tout. Enfin, moi aussi, je suis plus productive le matin, mais j'ai besoin. En fait, je peux pas être coupée par un call, quoi. J'ai besoin de. Hmm. Mais aussi, ça va avec mes tâches, tu vois. Moi, je m'occupe de la Ouais. plateforme, j'ai des trucs plus structurels, donc quand je suis dedans, il faut que j'aille au bout de ce que je fais, parce que sinon, Ça je avance me pas. perds, Ouais. j'oublie où j'en étais et tout, tu vois. Ouais. Et dans les Et tâches du coup qu'on fait en commun, il y a l'animation de la communauté qui est pas négligeable Ouais, et la création de contenu. Typiquement la newsletter Good Marketing, les tutoriels, des vidéos démos d'outils, les le fait lives. de les lives on s'en fait je pense un chacun. On est honneur d'un live par mois chacun où on va du coup tu sais interviewer une personne de la communauté pour savoir comment est-ce qu'il a mis en place une action ou alors faire des Q&A, on anime le Q&A. Donc ça on se le répartit 50-50. Hmm. Voilà. Et depuis combien de temps vous avez mis en place votre séminaire d'entreprise? Donc tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous vous retrouvez une petite semaine? Plutôt tous les 2 mois. Hein. Plutôt Tous les tous les deux deux mois. mois, On ok. essaye. Entre 2 et 3 mois. Ouais. C'est quasiment depuis le début. Hein. Je pense Ouais. que, en fait, comme on s'est retrouvé à Marseille pour lancer, on a lancé la première newsletter Mm. Marketing Flow, c'était à Marseille chez moi. On s'est rendu compte que quand même, quand on était à côté, ça allait beaucoup plus vite. On était beaucoup plus inspirés, beaucoup plus motivés, on shippait beaucoup plus de choses. Et je pense depuis le début à peu près. Hein. Ouais. On essaye de se retrouver dans un endroit cool à chaque fois. Alors soit à mi-chemin entre nous deux, parce que Pierre est à Biarritz, moi à Marseille, donc on est quand même pas à côté. Et traverser la France dans ce sens-là, c'est quand même une épopée. Donc on essaye de trouver des coins qui nous vont à tous les deux, on essaie de trouver des coins qui nous font kiffer aussi, on est allé à l'île d'Oléron, enfin voilà, on essaye un petit peu de... Enfin il faut de toute façon que notre aventure entrepreneuriale, on la kiffe, parce que sinon, voilà, tu sais ce que c'est quand tu montes une boîte, t'as vraiment des hauts, des bas, il y a des fois où t'as beaucoup de choses à faire, des fois où t'es sous l'eau et tout, et donc si on n'a pas ces moments où on se retrouve et où c'est cool, bah en fait, tu peux vite perdre le sens et vite te dire, ouais en fait j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter quoi. Ouais. Donc c'est important pour nous que ces séminaires ils soient réguliers, qu'on prenne des endroits qui nous font kiffer, on essaye de, voilà, on se fait des petits restos, une fois on s'est fait de la réalité virtuelle tous les deux parce que on en ressentait le besoin, on avait besoin de faire une activité où on allait se retrouver, voilà, en termes de cohésion et tout, parce qu'on avait vachement travaillé, qu'on était crevés les jours d'avant. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on s'organise, en tout cas, on essaye de s'y tenir, de faire ça tous les 2 mois et de kiffer surtout, ouais. Et dernièrement, vous avez fait un truc génial. Vous êtes parti en tournée à travers toute la France pour aller à la rencontre de la communauté pour la première fois, on va dire. Ouais. Quel est, voilà, peut-être 2 mois après, quel est votre retour? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que ça a changé? Pierre. Je pense qu'il y a... Alors déjà, peut-être pour donner un tout petit peu de contexte par rapport à cet événement-là, avec Megan, on a toujours eu cette... Mais je pense que c'est une problématique qu'ont toutes les personnes qui essaient de créer des communautés, c'est comment engager les gens, comment l'animer, comment faire en sorte que les gens soient contents d'appartenir à la communauté, aient envie de poster des choses, aient envie d'aider, de se connecter, etc. Et on se creuse la tête comment. Et on s'est dit, tiens, peut-être qu'on ferait un live avec ce format-là, peut-être qu'on ferait ci, ça. Et puis en fait, à un moment, on a discuté, on s'est dit, mais on va arrêter d'essayer d'inventer des trucs dans tous les sens. En fait, on va juste monter dans un train et on va aller voir les gens, on va boire une bière, on va rigoler, on va passer un bon moment. Et en fait, ça aura sûrement, c'est l'hypothèse, 100 fois plus d'impact que d'essayer de créer un nouveau format en ligne. Puisqu'en fait, je pense que le truc qu'il faut avoir en tête et qui est dur à accepter au début, c'est que la partie digitale est censée être juste une extension de la partie physique, c'est-à-dire qu'on se voit en physique et en fait, quand on se voit plus, on continue à se tenir au courant, à échanger en digital. Nous, quand on a lancé, il y avait le Covid, donc en fait, c'était impossible de se réunir. Et donc là, on s'est dit peut-être qu'il est temps de le faire. Et donc en fait, je pense que l'idée, on a eu cette discussion. Ah oui, non, ça c'était encore quelque chose.
On en a parlé, je pense, 2 semaines avant de le faire. Ouais. Et en fait, il n'y avait pas le choix dans les dates. On s'est dit, c'est le seul moment où on peut le faire, c'était en mai. Et du coup, c'était 2 semaines après, quoi. On s'est dit, écoute, feu, on prend des billets de train, on se débrouille. On envoie un petit mail et puis allez, go. Exactement. Non, on n'a pas juste envoyé un mail. Quand même, faut dire que pour faire venir les gens, on a quand même contacté tous les membres un par un sur LinkedIn. Parce que, en fait, je pense que le mail, il peut pas être attrape. Des fois, ils se sentent pas forcément concernés. Ils se disent, oh, j'ai peut-être pas envie de venir, je me sens pas forcément légitime, etc. Alors qu'il fait partie de la communauté, hein, mais on a quand même contacté chaque personne, quasiment, sauf à Paris. Parce qu'il y a des villes qu'on avait déterminées. Ouais, les villes qu'on avait déterminées, on a quand même contacté toutes les personnes une par une en leur disant, voilà, on prévoit de venir dans 2 semaines. Ouais. Réserve ton soir, etc. Et du coup, c'est ce qui a fait que les gens sont venus aussi. Enfin, en tout cas, dans les villes qu'on avait identifiées. Ouais. Donc, 5 villes. Vous avez vu au final combien de personnes? Une cinquantaine. Une cinquantaine, ouais. Ouais, une cinquantaine de personnes. On a fait du coup Lyon, Lille, Paris, Nantes et Bordeaux. On en a profité aussi c'était à Nantes et Lille de faire une intervention dans des incubateurs devant à chaque fois entre 10 et 20 entrepreneurs à impact positif, et ça c'était assez cool. D'ailleurs c'est à Lille, c'est Vincent Godbert qui est un membre de la communauté qui fait partie aussi de Ratech qui nous a mis en relation avec la directrice de Ratech Retail, et du coup on a pu comme ça faire une intervention et essayer d'aider aussi ces personnes-là sur leur problématique marketing. Mais ouais, l'idée c'était simple, on prend le train tous les matins, on arrive dans une ville et le soir à 18h on se retrouve avec les membres, on boit un verre, nous on offre la bouffe et juste on discute et on passe un bon moment. Et en fait ce que ça a changé, c'est en fait le digital c'est cool, tu échanges avec les gens, tu discutes, mais t'as pas vraiment la personnalité de la personne. Et ça c'était assez marquant d'ailleurs de voir que certaines personnes qui sont des fois extraverties au digital peuvent être introverties dans la vraie vie. C'est souvent ça. Et l'inverse aussi, hein. Ouais. Des gens qu'on pensait qui étaient super introvertis et en fait tu les vois en vrai et ils sont là pop et tu sais, te racontent leur vie, ils te mettent en contact, ils parlent avec tout le monde, genre c'est fou quoi. Ouais. C'est super cool. C'était ça nous a mis une claque parce qu'en fait c'est la première fois on s'est dit waouh, en fait je crois qu'on est en train de réussir à créer une communauté quoi. Les retours des gens, moi je sais ce que tu vas dire, vas-y. Ouais, quand on était à Lille, il y a c'est Marion, c'est ça? Ouais, j'étais sûre. C'est Marion qui débarque, et Marion elle arrive et avec un énorme smile. Marion on l'a jamais vu de notre vie, tu vois, mais on l'a jamais vu en mode c'est juste une petite photo en digital, tu vois. Et elle débarque, elle fait non mais vous savez depuis combien de temps je vous suis, moi? Depuis 3 ans, j'ai suivi tous les petits hacks marketing, j'ai suivi la newsletter payante, j'ai rejoint la plateforme Marketing Flow. Vous imaginez même pas tout ce que ça m'a apporté, toutes les compétences que j'ai appris, toutes les choses que j'ai pu mettre en place dans mes différentes boîtes que j'ai pu avoir, etc. Et là, elle est en mode je vous aide quand vous voulez, si vous avez besoin d'un coup de main dans quoi que ce soit, je vous le file. Enfin, là tu prends une claque, tu fais waouh, t'as des frissons, tu te regardes, tu fais waouh, en fait on a vraiment un impact quoi. C'est impressionnant. Et donc je pense que ce qui a été vraiment fort, c'est vraiment de créer du lien vraiment beaucoup plus personnel avec les membres, et du coup il y a un avant-après aussi dans l'engagement et dans la relation qu'on peut avoir quand on se retrouve en live. Par exemple, tu vois là on fait de la co-création en ce moment. D'ailleurs tu avais participé, Gaël, au premier atelier sur le guide du marketing responsable. Et en fait quand t'as déjà vu un peu la moitié des gens, c'est tellement plus détente aussi dans les relations, etc. Et l'autre point c'est aussi de se dire waouh, en fait on va dans la bonne direction, on a une super validation, les gens sont trop contents, et donc du coup il faut qu'on continue, il faut qu'on avance dans la même direction, qu'on appuie encore plus fort, mais là c'est bon, on a créé les bases saines, on a créé le terreau fertile, et donc c'était ça je pense l'avant-après qui a été assez marquant pour nous quoi. Ouais, moi ça m'a reboosté fois 1000 en fait, parce que comme on disait tout à l'heure... C'est la première fois où tu avais ce vrai contact. Ouais, alors après, j'avais des contacts de temps en temps sur LinkedIn, des fois en visio, pendant les lives et tout, parce que moi aussi, on se répartit les lives, donc voilà. Mais là, vraiment, moi, j'avais pas senti ça, en fait. Je pense que Pierre était hyper excité à propos de Marketing Flow depuis le début. Lui, il avait 0 doute et tout, mais c'est vrai que moi, j'avais des moments où je me disais, mais putain, est-ce que vraiment on a un impact? Est-ce que j'ai l'impression est-ce que ce qu'on fait, les gens s'en servent? Moi, ça m'a mis une grosse claque. Et ça m'a reboosté... Ça m'a grave reboosté. Enfin, je me suis dit, waouh, mais c'est fou. Mégane, dans le train aller, on regarde le plan d'action, elle est en mode, mais est-ce que les gens s'en servent et tout, moi, je pense que les gens s'en servent, Mégane. Moi, je suis pas sûr et tout. Le soir même, le plan d'action, c'est incroyable. J'ai fait ça. Ah, oui. Merci. On n'avait plus besoin de sortir les rames. Ouais, exactement.
Ça valide effectivement Marketing Flow, mais ça valide tout. Ça valide votre duo, votre association, et ça valide le fait de vous être organisé aussi comme ça, quoi. Ouais, ça validait plein de choses. Enfin, ouais. Et Puis ça donne. Vas-y. vas-y, j'allais passer sur autre chose. Non, j'allais dire, ça donne plein d'idées aussi parce qu'on a vu sous nos yeux, tu vois, des gens qui discutaient, qui disaient ah mais ce serait intéressant qu'on fasse ça ensemble. Enfin, je me souviens quand on était à Nantes, y avait deux personnes de la communauté qui étaient en train de discuter, qui disaient mais elles ont eu un match, je sais pas, tu vois, un coup de foot professionnel un peu. Et c'était trop bien de se dire mais ouais, on a créé ça et tout. Enfin, c'est trop cool quoi. Ils étaient en mode on va se revoir, on va faire des trucs ensemble. Et nous, on était là. Enfin, moi, j'étais comme une folle. Je me suis dit ouais, mais c'est trop stylé, putain, si on peut faire ça en plus de tout ce qu'on fait à côté et qu'on peut leur permettre de rencontrer des gens cool, aussi de monter en compétence dans leur propre carrière. C'est trop bien quoi. Ça dépasse un peu le côté juste marketing de ta boîte en fait. C'est humainement, c'est un peu plus grand quand même. C'était chouette. Voilà. Et donc tout ça quand même pour un budget de combien? C'est Bah, juste pour faire, c'est je juste pour je faire sais le pas. parallèle. Attends, le budget de notre tout- voyage. ouais, toute la semaine, ça vous a fait un petit Oh, 1000 balles, billets, ouais, train et un peu plus quand Entre même. un 1000 et peu 1500. plus. Ouais, En je pense fait, 1500 parce qu'on ouais, s'est un peu pris au dernier moment. les hôtels, Les le train hôtels, et la nourriture. la nourriture aussi pendant les Ah oui, événements. oui, il y avait la nourriture. Ouais. Puis la nourriture pour nous la journée. Franchement, je saurais pas dire. Je pense au moins 1500 à mon avis. Je pense. Ok. En gros, c'est quand même un budget, mais c'est l'un des budgets les plus minimes au vu de tout ce que ça peut apporter. Bah, c'était même pas une question, je pense. Hein. On s'est même pas posé la question En du fait, budget. Hein. nous, Et à c'est pour chaque fois, montrer aux gens Ouais. que vraiment, il faut le faire, même si c'est ric-rac. On avait interviewé Antoine Redel qui avait fait, alors qu'il était en micro-entreprise, une tournée de conférences à travers France et Belgique. Et il avait fait peut-être 10, 12 dates. Il avait des fois 10, 15, 20 personnes devant lui. Mais ça avait été essentiel dans son business de coach, d'accompagnateur, quoi. Ah mais carrément, mais je peux pas te dire le ROI exact de ce Tour de France, mais c'est évident qu'il est positif. Enfin, et on a eu un retour sur investissement énorme. Enfin, ça vaut le coup. Clairement, ça vaut le coup. C'est pas si compliqué en plus. Enfin, on se met beaucoup de barrières, tu vois. Nous, on se disait putain, faut trouver des lieux. À Paris, on va peut-être être super nombreux. Si on est 50, comment on fait et tout. Et en fait, tu trouves des solutions. Déjà, on n'était pas 50 parce que on a fait en sorte voilà, on savait qu'il y aurait pas 50 personnes qui venaient en fait au fur et à mesure. Et en fait, bah, c'est facile. Tu prends un billet de train, tu prends un hôtel ou un Airbnb ou tu vas dormir chez des potes ou autre chose. Enfin, c'est pas si compliqué, on se met des grosses barrières et en fait, bah, c'est un petit budget, mais en même temps, par rapport à ce que ça nous apporte, je pense que c'est minime, quoi. Et pour revenir par rapport au budget, quand même, pour rappeler un peu, du coup, avec Megan, on est deux sur le projet Marketing Flow. Et donc, du coup, si on prend le fameux funnel du growth marketing, le fait de, il faut acquérir des nouveaux clients, il faut les convertir, il faut les engager, il faut faire en sorte qu'il y ait du bouche à oreille, etc. Ça, c'est le funnel marketing, mais il y a aussi le produit. Il faut créer le produit, ce sur quoi Megan bosse énormément, le design, la plateforme, etc., le customer support et tout. Et du coup, nous, vu qu'on a un temps qui est limité, 3 jours par semaine, et qu'il faut faire tout ça, à chaque fois qu'on doit prioriser entre est-ce que par exemple on lance des Facebook Ads pour augmenter notre visibilité et acquérir des nouveaux membres, ou est-ce que on va faire un tour de France qui va prendre une semaine, qui va coûter 1500 € pour voir quelques membres, et ben en fait on va tout le temps prioriser nos membres. On pense que c'est la meilleure stratégie pour avoir une croissance saine et durable sur le long terme, c'est de toujours prioriser tes clients, tes membres, les gens en fait avec qui qui croient déjà à ton produit et qui sont déjà là. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a une croissance aussi mesurée et qu'on n'est pas en train d'exploser. On a dépensé 0 € en ads. Megan, elle a dépensé déjà des millions avec des clients. C'est une machine. On n'a toujours pas unleash les ads parce qu'en fait, on sait qu'on a un temps limité et le plus important, c'est de s'assurer que les membres passent une super expérience, qu'ils se forment, qu'ils aient des résultats, qu'ils s'entraident, qu'ils soient mis en relation, etc. Donc, en fait, à chaque fois, le temps est limité, on focus les membres. C'est ce qui fait aussi que le bouche à oreille se développe très bien. Et ça se voit aussi sur le côté la plateforme. Je pense qu'on a déjà fait au moins 2 ou 3 versions différentes de la plateforme auxquelles ont accès les membres, alors que notre homepage, elle a pas bougé depuis un moment. Parce qu'en fait, on a mis à jour plein de trucs, on fait en sorte que ce soit
plus facile, plus intuitif. On a retravaillé avant c'était une feuille de route, maintenant c'est un plan d'action beaucoup plus complet, etc. Parce qu'on veut que les membres, on se dit, il faut que la valeur, tout notre temps, on n'en a pas beaucoup, donc le peu de temps qu'on a, il faut que ça aille directement apporter de la valeur à nos membres. Et après, on travaillera à l'acquisition, aller chercher d'autres clients et tout. Donc là, on est en train de travailler la homepage, mais ça fait un moment, c'est un chantier qu'on sait qu'il faut qu'on fasse depuis des mois. Et on s'est pas mis dessus parce qu'on s'est dit, le plus important, c'est de retravailler les tutos, c'est de retravailler le plan d'action, de nous assurer de créer de la cohérence, de la cohésion et tout. Donc voilà. Dernièrement, vous avez aussi, du coup, mis en place réalisé l'un de vos engagements, qui est de réinvestir une partie de votre chiffre d'affaires. Comment ça s'est fait et qu'est-ce que ça apporte de réaliser ce type d'engagement? Pierre, tu peux partager peut-être l'engagement et puis on reviendra avec Mégane. Du coup, quand on a créé Marketing Flow, on a choisi souvent ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui se lancent et puis après, au fur et à mesure, elles se disent, il faut faire de la RSE et du coup, on va prendre des engagements, etc. Nous, on a créé depuis le jour 1, Marketing Flow avec des engagements forts, dont l'un est de dire, on va réinvestir 10% de notre chiffre d'affaires hors taxe dans des entreprises à impact positif par le biais d'une plateforme qui le permet, qui s'appelle lita.co, qui permet qui sélectionne des projets à impact, que ce soit des startups ou des coopératives ou autres. Et tu peux investir en obligations, en actions, etc. Et en fait, nous, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? Parce qu'on s'est dit que notre mission, c'était d'aider les entreprises à impact positif à mettre leurs solutions innovantes dans les mains du plus grand nombre. Et avec éthique, ça c'est la petite virgule qu'on a rajoutée récemment. Et du coup, en fait, pour nous, ça s'inscrit dans la mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est deux sur le modèle. On est une boîte où, en fait, on vend pas, tu vois, un paquet de thé à 20 euros avec une marge de, tu vois, très peu. Il faut payer des employés, etc. Et du coup, faut faire du volume. On essaie de rester que deux pour avoir le plus de marge possible et cette marge pouvoir la réinvestir pour pouvoir continuer à poursuivre la mission encore plus fort. Et donc ça, c'est un truc qu'on a ancré. Alors encore une fois, c'est une balle dans le pied. Hein. Tu te dis, tu fermes les portes à tout le monde, tu mets 10%, t'as encore fait 0 de CA, etc. Il s'avère que en 2021, entre avril et décembre, on a fait 66 000 euros hors taxe, je crois, ou 65 000 euros hors taxe. 66, ouais, je pense. 66. Ce qui veut dire que là, dans notre engagement, il faut réinvestir 6 600 euros sur l'ITA. Et donc du coup, chaque mois, on regarde quels sont les projets qui sont finançables sur l'ITA. Est-ce qu'il y en a un qui nous parle plus qu'un autre? Est-ce que on regarde les dossiers de financement, on regarde le business model. Alors nous, on n'est pas du tout des experts de l'investissement. Donc, si tu veux, c'est un peu comme une nouvelle activité qu'on développe à côté, qu'on trouve assez enrichissante. On découvre des projets, on regarde comment ils sont structurés. Ça nous apporte aussi, je sais pas, c'est une activité intéressante, on va dire, qui est assez enrichissante. Et puis on échange dessus, on se dit moi il y a plutôt celui-là, etc. Et puis on se met d'accord. Et donc là on a investi effectivement dans Bio Burger, qui est une chaîne de fast food, mais des burgers qui sont créés, cuisinés à partir de produits bio, et une grande portion de la carte est déjà végétarienne, donc ce qui est hyper intéressant, et en circuit court, etc. Et donc on a investi 2100 euros dedans, donc un tiers à peu près de notre budget. On l'a fait, et donc là, il nous reste, tu vois, 4400, 4500 euros jusqu'à la fin de l'année. Donc on continue à regarder. On sait que généralement, il y a beaucoup de projets qui sont financés en fin d'année, puisqu'il y a tout ce truc de quand t'es particulier, tu vois, t'as des remises d'impôts et tout. Donc on sait qu'à ce moment-là, il y aura plein de projets. Mais nous, ça, c'est quelque chose qui est important. Et encore une fois, nous, on pense que l'engagement, l'impact positif et l'engagement, il n'est possible uniquement que quand il se transforme en action concrète. Et en fait, il y a plein de gens, quand tu vas sur leur page engagement ou à propos, j'en sais rien, ils vont te balancer on bosse pour un avenir durable, on fait ci, on fait ça, mais en gros, vous faites quoi, les gars? Genre, on a signé ce manifesto de nanana. Ça veut dire quoi, ce manifesto? Je vais pas me farcir un PDF de 56 pages. Ils l'ont même pas lu. Voilà. Et c'est quoi vos actions concrètes? Et donc ça pour nous, c'est hyper important. Et donc, du coup, on essaie, quand on a des engagements, de le mettre en avant, de le transcrire dans une action concrète. Et cette action en fait partie. Et pour compléter, pour donner un peu de relief, faut quand même se dire qu'avec Marketing Flow, on n'en vit pas. Aujourd'hui, on ne se verse pas un salaire qui nous permettrait d'en vivre complètement, donc c'est un choix hyper fort de se dire que nous, on se verse pas des salaires avec ça, heureusement on travaille en freelance à côté, mais du coup, l'argent qu'on génère avec Marketing Flow, effectivement, on le réinvestit, c'est quand même c'est un engagement, je pense, hyper fort, parce que, on n'en vit pas, on pourrait se dire, on va se verser plus de salaire, etc.,
Mais non, en fait, on se dit quand même, c'est quand même un gros montant, 10% du chiffre d'affaires hors taxe. Moi, je C'est connais peu énorme. de boîtes qui font ça. Ouais, c'est énorme, surtout. Enfin, quand on se rend compte après de toutes les charges, les taxes, l'impôt. Enfin voilà, tu as une boîte, tu sais ce que c'est. Hein. Mais donc c'est quand même assez fort de se dire ça. Je trouve que c'est un gros engagement. C'est vraiment aller au bout des convictions et ça fait totalement sens pour nous. Donc c'est cool. Et est-ce que depuis que vous avez justement Marketing Flow qui est visible et vraiment bien en place, votre manière de travailler, votre manière de trouver des clients ou d'accompagner des clients en tant que freelance et votre manière de pricer a évolué, Megan? Ouais, le pricing, c'est un gros sujet là. Tu me lances sur un sujet complexe parce que Pierre, il va me. Euh, alors, déjà pour la première question, trouver des clients. Nous, on a les mêmes clients depuis 2 ans. Toi-même plus, hein, je pense, parce que tu bossais en freelance avant moi. Du coup, on a des clients historiques avec qui on travaille, avec qui ça se passe super bien, et donc on n'en prend pas des nouveaux. On n'a pas le temps. On a des clients qui ont des super belles missions. Il y a des projets super cool à mettre en place avec eux, donc pour l'instant, on n'a pas ce besoin, si tu veux, de trouver des nouveaux clients. Mais effectivement, moi, depuis qu'on a Marketing Flow, c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes sur LinkedIn de gens qui me disent est-ce que vous faites des accompagnements, etc. On en reçoit aussi sur Marketing Flow, notamment aussi des membres de Marketing Flow qui demandent si on propose un accompagnement un peu en mode hands-on, c'est-à-dire on fait pour vous dans l'opérationnel et tout. Donc effectivement, ouais, ça c'est un bon point. Ça a beaucoup boosté la visibilité de nos activités freelance, même si en fait on transforme pas parce qu'on n'a pas le temps et qu'on a déjà des projets historiques avec qui on bosse et qu'on n'a pas envie de lâcher. Et après, le pricing, est-ce que ça a évolué? Moi, je suis pas sûre que ce soit Marketing Flow qui ait fait évoluer mon pricing. C'est plus que quand je me suis lancée en freelance, j'avais un gros problème de légitimité. Je pense qu'il est commun aussi à beaucoup de gens qui se lancent en freelance et aussi beaucoup de femmes. Et du coup, voilà, je pense que j'avais une marge de manœuvre qui était assez grande et j'avais Pierre qui était derrière pour me botter les fesses en me disant non mais là ça va pas, faut que tu te prices plus cher. Écoute, Megan, si on est à 50-50 sur Marketing Flow, il faut qu'on soit à 50-50 sur le price. Mais je te jure, c'est un truc de ouf. Mais là, je me suis améliorée quand même. Oui, elle s'est clairement améliorée. Mais tu sais que j'ai dû même des fois donner des arguments très égoïstes pour moi, pour qu'en fait elle se dise effectivement faut que je fasse, parce qu'en fait si c'était que à propos d'elle, et ben en fait limite elle était en mode mais non c'est trop cher et tout, et du coup j'ai dû faire des arguments du type bah, attends mais si toi tu gagnes pas bien ta vie en freelance, tu vas pas pouvoir bosser sur Marketing Flow, et du coup en fait le projet il va mourir. Donc moi je suis à ce prix-là. Donc tu vas te mettre aussi à ce prix-là. Tout va bien se passer pendant 2 jours par semaine. Et en fait, parce qu'en fait, l'argument du faut que tu te prices plus, parce que déjà c'est ta valeur, et puis en fait c'est aussi une question de respect, et puis c'est aussi pour que tu le vives mieux. En fait, limite il faisait pas écho des fois. Et donc j'ai dû la jouer en mode pirate pour lui faire accepter d'augmenter ses prix, et en final, bah ça se passe très bien. Ouais. Génial. Merci beaucoup pour tout ce partage. Bon, on comprend beaucoup plus et on a vraiment plongé au cœur de Marketing Flow. Ça, c'est vraiment génial. Moi qui suis au cœur et à l'intérieur depuis un moment, c'est pareil. Je pense que je fais partie de ceux qui regardent. Et en fait, je l'ai partagé en témoignage. C'est parce que il y a beaucoup de ressources et que dans le plan d'action, tu en prends, tu prends l'action où tu en es, qu'en fait, une fois que tu as fait l'action, une fois que tu as suivi le tuto, bah, tu mets les mains dans le cambouis, mais tu n'as absolument pas le temps d'aller papoter, d'aller sur la communauté, d'aller repartager. Tu as la tête dans le guidon dans l'action, et comme l'action, elle est pertinente, elle amène de l'activité. Elle amène quelque chose. Elle amène un feedback. Elle amène plus de clients. Elle amène plus de réponses aux mails. Elle amène plus de choses. Donc, c'est aussi, je pense, avec un petit peu de temps qu'on peut, une fois qu'on a lancé un peu plus d'action, qu'on est un peu plus avancé dans le plan d'action, dans vos ressources, qu'on peut se dire, ah, c'est bon. En fait, là, je peux aller repartager, je peux dire ce qui a marché, je peux dire là où j'en suis, beaucoup plus facilement. Puis après, il y a aussi... merci beaucoup pour ton retour. Déjà, tu es en train de dire que nos tutoriels fonctionnent. Très bien, très bien.
Ça, c'est top. Mais après, je voulais juste rebondir aussi sur le fait que la brique communautaire, elle est là pour te soutenir. Elle est là pour t'aider parce que on est persuadé que l'échange est enrichissant, etc. Après, on le sait, il y a des personnes qui sont moins à l'aise à échanger de manière virtuelle, qui préfèrent échanger de vive voix, d'autres c'est le contraire, etc. Et on n'est pas là pour forcer les gens à aller échanger, tu vois. Genre, si ça te sort trop de ta zone de confort, eh ben c'est pas grave, et puis tu auras besoin à un moment donné d'échanger, et la brique communautaire sera toujours là, et on pourra toujours te répondre à ce moment-là, quoi. Donc faut le prendre aussi de manière chill, hein. On n'est pas là pour dire on prend que des gens qui sont extravertis, qui publient tout le temps, qui sont hyper à l'aise, qui se sentent légitimes et tout. Non, on est là pour s'entraider et tous ensemble se monter en compétences. Donc voilà, faut faire aussi avec comme on se sent à l'aise, quoi. En tout cas, on sait que cette brique, on la met à dispo. Nous, on sera toujours là pour répondre. On a des super membres qui sont aussi super présents et qui donnent beaucoup de feedback. Et c'est trop cool. Et voilà. Et le jour où t'as besoin, il y aura toujours quelqu'un pour te répondre, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Gaël, sur le fait de dire, moi, je commence par le plan d'action, je teste des choses, j'ai des résultats, et en fait, un peu plus tard, au bout de quelques mois, peut-être que je vais interagir. C'est aussi pour ça que nous, on a décidé de faire un abonnement annuel. Évidemment. En fait, on pense que, déjà, aujourd'hui, on est pratiquement à 200 tutoriels. Je pense qu'on les a dépassés. En B2B et en B2C. Donc, en fait, typiquement, si t'es un e-commerce, tu commences par mettre en place des tutoriels B2C, puis d'un coup, au bout de 6 mois, tu dis, putain, ça serait cool d'être dans des magasins, on va faire du B2B. Et donc là, Marketing Flow peut encore t'aider. Donc en fait, la théorie du je prends une formation, un bootcamp de 3 mois, etc., en fait, tes besoins, ils évoluent, et nous, on veut être présent pour t'aider, puisqu'en fait, dans la mission, on est là pour t'aider à te développer. Et du coup, c'est pareil aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui vont directement être plus community-driven dès le début, ils vont faire de la communauté, d'autres plus tard, mais en fait, en un an, on pense qu'on peut arriver à créer aussi ce sentiment d'appartenance et ce sentiment de c'est trop cool d'en faire partie, j'ai pu faire un call avec un tel, lui m'a répondu, lui je l'ai aidé, etc. Et du coup, c'est aussi pour ça que on a décidé de pas faire un pricing mensuel, parce qu'on pense que ça prend du temps de faire les choses bien. Et donc en fait, l'annuel nous permet de se dire, les gens, on les a ensemble et on co-construit avec eux au moins pendant 1 an. Donc, au moment où sort cet épisode, il vous reste que quelques semaines avant qu'il y ait justement une augmentation du membership. Donc, moi, si j'étais vous, j'irais au moins faire un tour donc sur la homepage, qui a peut-être évolué, j'imagine. Oui. J'espère bien. En tout cas, ça va être mon travail. Ça va être le boulot de l'été. Ouais, c'est ça. La homepage aura évolué, on va beaucoup plus expliquer, on n'était pas très bon jusque-là pour expliquer à quoi ressemble Marketing Flow de l'intérieur. Donc là, on va essayer de mettre beaucoup plus de contenu pour bien expliquer à quoi vont avoir accès les prochains membres, à quoi ressemble l'espace d'entraide, c'est quoi concrètement la communauté chez nous, le côté live, les questions-réponses, les événements physiques et tout. Donc normalement, effectivement, quand vous allez entendre cet épisode, ce sera beaucoup plus clair. Et si ça ne l'est pas, vous pouvez toujours nous contacter, on répondra à la question. Génial. Il nous reste un petit quart d'heure. On va passer aux dernières petites questions. On a l'habitude d'en poser des toutes petites, assez courtes. Mégane, avec qui aimerais-tu, si tu avais l'opportunité, boire un café? N'importe qui? N'importe qui. J'aimerais boire un café avec Paul Watson. Sur son bateau. Sur son bateau. Alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est la personne qui a fondé Sea Shepherd, qui est une association de protection des océans, qui est assez engagée et qui part vraiment, pour le coup, qui met les mains dans le cambouis. C'est pas une image, hein, c'est vrai. Et qui en fait, ils ont beaucoup de bateaux, donc qui sont répartis sur tout le globe, qui naviguent et qui luttent contre la pêche illégale. Et moi, c'est quelqu'un que j'admire. Je l'avais écouté. J'étais allée au Change Now, au festival. Enfin, c'est pas un festival, c'est le sommet Change Now qui avait lieu il y a 2 ans. Et il était intervenu. Et moi, c'est quelqu'un que je suis depuis le début. Je suis une passionnée de plongée sous-marine. J'en fais depuis que je suis gamine. C'est vraiment. Au début, je voulais être océanologue quand j'étais petite. Et puis, en fait, quand il fallait faire les choix d'admission post-bac, c'était le moment de la crise. En 2018, il y avait plus de boulot et tout. Donc, j'ai dit la filière scientifique, la recherche, c'est peut-être pas le moment. Je vais faire une école de commerce. Mais en gros, c'est vraiment, moi, je suis passionnée de biologie marine et ce mec, je pense qu'il fait beaucoup de choses bien pour les océans, pour protéger, etc. Alors, il est aussi, il est controversé, hein, parce qu'il est très engagé et lui, il y va pas avec le dos de la cuillère. Il est radical. Il est très radical. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais je pense qu'un café avec lui, ça doit être hyper enrichissant parce que il a fait plein de choses. Il a eu 1000 vies, il est super engagé. Là, il est au Canada, il peut pas sortir parce que il est en procès avec les États-Unis. Enfin, c'est vraiment le mec. J'aimerais trop boire un café avec ce mec. Il m'inspire. Ouais. J'aimerais bien être une petite souris sur ton épaule à ce moment-là.
Oh là là. Et Si je le fais, si un jour je le fais, mais je pense pas, mais bon, si un t'enregistres. jour je le fais, je t'enverrai un petit message. Et toi, Pierre? Moi, ce qui me viendra en tête là assez rapidement, ça serait Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, un entrepreneur français qui je trouve il y a une certaine résilience dans son parcours avec covoiturage.fr. Ça a pris tellement d'années avant de sortir, d'avoir le time to market où les gens comprennent et soient mûrs, etc. Il a vraiment changé la manière dont on peut voyager, le fait de se partager ce qu'on a. Je trouve qu'il y a vraiment des très belles valeurs. Il a transformé notre manière d'interagir avec les gens, de se faire confiance, de réduire les coûts, de réduire l'empreinte carbone, etc. Donc je trouve que c'est une super boîte qui était visionnaire à l'époque au final par rapport à nos problématiques aujourd'hui. Et je trouve que j'ai déjà regardé quelques vidéos de lui et je trouve qu'il est il est assez impressionnant à la fois dans le côté humble et dans le côté il a réussi à faire quelque chose d'assez incroyable. Donc je trouverais ça cool de pouvoir récupérer quelques tips et retours d'expérience. Ils ont sorti un bouquin là, tout dernièrement, il y a quelques semaines, les coulisses de la mission Blablacar, un truc comme ça. Effectivement, moi j'étais sur covoiturage.fr en 2008. Waouh. Dès que j'avais mon permis, j'ai trouvé ça super de pouvoir embarquer et faire de super rencontres et de partager effectivement ça, là. Mm. Moi, je me souviens aussi au début, au tout début aussi. Alors, je sais plus comment ça s'appelait, peut-être covoiturage.fr, je m'en rappelle pas, mais on payait en liquide encore Ah à bien l'époque. sûr, bien sûr. C'était C'était fou, quoi, ce génial. moment-là. Et on en parlait avec Pierre, c'est hier ou avant-hier qu'on en discutait. On en parlait ouais, hier, On je se crois. disait, les meilleurs voyages en covoiturage qu'on a fait, c'était au tout début, c'était trop bien, quoi. Ah ouais, Quand on n'était pas beaucoup à utiliser, c'était une niche encore, donc c'était super. C'était un peu les autostoppeurs quoi, Ouais. qui faisaient ça. bah ouais, autostoppeur, mais un petit peu plus, voilà, euh, cadré. Exactement. Euh, quel pays ou quelle culture aimeriez-vous découvrir si vous aviez le choix, partout dans le monde? Mégane? Alors, quel pays ou quelle culture? Alors, je peux pas te dire un truc actuel. Moi, j'adore l'histoire. Et je serais. Alors, je vais te donner une réponse. Je sais pas si elle te va, ma réponse, hein. Mais j'aimerais Tout me va. trop rencontrer un Égyptien de l'époque des pharaons, tu vois. Je sais pas, j'ai un truc avec cette époque et cet endroit du monde qui me fascine, où je suis vraiment impressionnée par ce qu'ils ont réussi à faire quand même. Les pyramides, voilà, j'aimerais bien être à cette époque et découvrir un peu plus comment ils vivaient à ce moment-là, parce que c'est quand même des millénaires, enfin je trouve ça passionnant, quoi. Voilà, je sais pas si ma réponse te va. Je sais que Ça me je va n'aurai très jamais très bien. l'occasion de rencontrer un pharaon, mais l'espoir fait vivre, hein. C'est très très bien. Merci beaucoup. Et toi, Euh, Pierre? Moi, j'y suis jamais allé, mais un de mes films préférés, c'est Le Dernier Samouraï. Et Ah du ouais. coup, je sais que le Japon, j'ai l'impression que le choc culturel a l'air tellement. Je trouve ça ouf d'arriver dans un pays et de se prendre une énorme claque où en gros tous tes repères sont, bah tu les vires quoi. Et tu dois tout recréer. Et ça a l'air assez incroyable et pas tant pour le. Alors je pense que la claque Tokyo, high-tech et compagnie, ça doit être intéressant, mais même plus le côté, tu vois, nature là-bas et puis traditionnel. J'espère qu'il en reste encore un peu. Mais je trouve que le Japon a l'air hyper intéressant. Mais tu t'es déjà pris, je crois, une claque. T'es parti en Inde. Ah, j'ai bossé pendant 6 mois en Inde. J'étais en charge de l'accélérateur chez Numa, l'accélérateur de start-up, à Bangalore, qui est la Silicon Valley indienne. Et oui, effectivement, tu te prends une double retournée acrobatique là. Pas de doute. Donc C'était sport, le choc des cultures, ouais. tu commences à être addict au retourné acrobatique, justement. C'est ça. Ça fait du bien, les chocs mentaux, quoi. Ouais. Quelles ressources de tout type, podcast, film, expo, livre, aimeriez-vous partager là, suite à cette belle conversation qu'on a eue? Je vais Euh, commencer à ce moment-là par Pierre, comme ça il a moins de temps pour réfléchir, tu Aïe. vas voir. Euh, alors, si ça devait être, si on reste un tout petit peu dans le domaine du marketing, qui est notre expertise, moi j'ai beaucoup aimé le livre Contagious de Jonah Berger, qui parle de viralité et de comment faire en sorte que les idées
se répandent. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on a un entrepreneur qui a une vision, qui veut créer un monde plus durable et qui a envie d'avoir un impact, c'est très important de comprendre la psychologie comportementale et comment est-ce qu'on fait pour transmettre une idée et la rendre virale. Il est hyper cool. Jonathan Berger, c'est un chercheur qui a fait énormément d'études là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les accords Toltec aussi, que j'ai relus là pour la deuxième fois. Ça, en termes de structure, développement personnel, d'être une meilleure personne entre guillemets, je trouve que c'est simple, basique, mais très puissant. Donc voilà. Et moi, du coup, alors je suis pas, je consomme beaucoup de podcasts. J'adore lire, mais jamais sur le business. C'est vraiment un truc pour moi. Le podcast et la lecture, c'est des trucs qui doivent être, voilà, du plaisir. Une évasion. Ouais, j'ai pas envie d'écouter des trucs business. Enfin, je suis une très mauvaise là-dessus. Enfin, j'en écoute quelques-uns, mais c'est très rare. Par contre, il y a un livre que j'ai adoré lire et qui est pas tellement business mais plus bien-être, enfin qui va un peu avec les deux. C'est le livre d'Alexandre Dana qu'il a sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux. Ouais. Qui moi m'a beaucoup marqué parce qu'il est arrivé à un moment clé de ma vie où quand on a lancé Marketing Flow, bah c'était trop cool et tout ça, mais en même temps on avait plein de clients à côté, des gros clients qui étaient en train de monter en flèche, qui faisaient des millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'était beaucoup de pression, beaucoup de travail. Et j'ai eu un moment où je pense que je suis pas passée loin du burn-out, de l'épuisement professionnel. Ça a été hyper dur, avec même dans notre association, il y a eu des moments pas faciles, pour moi en tout cas à titre personnel. Et en fait, j'ai enclenché un énorme travail sur moi, de réflexion, d'introspection, de qu'est-ce qui me rend heureuse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décalé nos calls du matin à l'après-midi. C'est suite à toutes ces réflexions, j'ai commencé à aligner aussi mon travail avec mes cycles féminins, etc. Bon bref, j'ai enclenché plein de trucs. Et j'ai lu ce livre à ce moment où en fait, j'avais identifié ce qui allait pas et j'avais identifié pourquoi je vivais mal certaines choses. Et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit waouh, mais ça correspond à tellement de choses que je vis. Il parle en fait des 6 blessures, c'est les 6 blessures de l'entrepreneur. Je sais plus comment il appelait le mot, je sais plus c'est blessures ou travers, je me rappelle pas. Mais en gros, moi je me reconnaissais dans tout ce qu'il disait, tu vois, la peur de l'échec, la comparaison. Enfin, il y avait plein de choses qui me parlaient et je me suis dit waouh, c'est fort en fait de lire tous ces témoignages d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose que moi. Voilà, il m'a beaucoup marqué ce livre, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il se lit, il se dévore facilement. J'ai lu en 3 jours, vraiment. Je l'ai conseillé à 3 personnes différentes, les 3 personnes l'ont lu et les 3 ont aimé. Donc je me suis dit, je pense que j'avais bien ciblé les personnes à qui j'ai envoyé, qui devaient vivre aussi ça à ce moment-là de leur vie. Mais voilà, ce livre-là m'a beaucoup marqué. Génial. Je connais pas et je le mettrai évidemment toutes vos recos en note. Dernière question. À qui passez-vous le micro? Qui aimeriez-vous voir passer au micro d'Aventure Humaine pour un prochain épisode? Un duo du coup? Ah, comme tu veux. Libre choix. Duo, ouais. On peut refaire des duos. Moi j'ai une personne, on se dit chacun, on se met Ouais. d'accord ou on peut dire chacun un truc? Non, vas-y. Vas-y. Vas-y, Ouais, j'y Megan. vais. Alors moi, j'aurais bien aimé un podcast avec Jean-Baptiste de Touris, qui est un membre de la communauté Marketing Flow, qui a créé Vista Ballon, parce que lui, en termes d'engagement dans son entreprise, il est très très bon. Il va au bout de ce qu'il pense, il va au bout de ses actions. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui est hyper actif sur LinkedIn. Et moi personnellement, j'aime beaucoup toute sa démarche. Enfin, en tout cas, il en parle beaucoup, donc je le vois beaucoup plus sous mes yeux aussi. Mhm. Et voilà, je pense que ça pourrait être super intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ce qu'il fait, sur sa manière de travailler, le fait que il forme des personnes en réinsertion à la couture de ballons de football. C'est hyper engagé, tu vois. Il se dit, je vais chercher ces gens-là qui sont difficiles à trouver, qui se pointent pas forcément aux entretiens, qui viennent pas forcément le premier jour de boulot, mais j'ai vraiment envie de leur donner une chance, j'ai vraiment envie de les aider à sortir aussi du milieu dans lequel ils sont, et je trouve ça super inspirant. Enfin, je trouve que c'est une très belle personne, en plus on la connaît un peu personnellement et du coup Génial. Moi, j'ai fait plusieurs calls avec lui, dans le cadre de Marketing Flow. On a fait quelques lives avec lui et tout. J'ai fait un call avec lui, il m'a mis les frissons quand il parle. Donc ouais, c'est puissant. Ok, génial. Je suis déjà en connexion sur LinkedIn. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Trop bien.
Je crois que toi, tu pars, Pierre, là, sur en road trip à travers l'Écosse, là, c'est ça? Exactement, je prends le train à 17h ce soir pour arriver à Lille Ok. ce soir et demain de Lille on va en train jusqu'à Édimbourg et après c'est parti, on lève le pouce la première voiture qui nous prend, c'est avec un très bon ami qui s'appelle Cyril qui est aussi membre de Marketing Flow et tout le beau monde. Euh, et euh, le concept est simple, c'est on monte dans la voiture et on n'a pas de destination et on discute avec la personne, on brise la glace. Donc ça c'est hyper puissant comme pour s'aider à apprendre à briser la glace avec les gens. C'est tu pitches quoi, tu pitches ton concept, tu pitches le truc. Et en gros on lui dit bah juste on n'a pas d'itinéraire, dites-nous où aller parce que c'est vous qui savez mieux que nous puisque vous habitez ici. Et donc en fait les gens nous déposent à des endroits cool de leur pays et en fait on avance petit à petit de personne en personne. Et si on arrive à être bon et qu'ils nous proposent de dormir chez eux, alors là on a gagné. Génial. Et toi, Mégane, un petit peu le programme de l'été? Ben moi, je suis déjà partie en vacances là. Ah, Je tu reviens. rentres. J'ai pris 2 semaines pour aller en Slovénie. Je fais une petite promo Slovénie parce que c'est un pays incroyable que je vous conseille de visiter. C'est un tout petit pays. Les gens sont adorables et surtout, mais c'est tellement riche. Ils ont de la mer, la montagne, les vignes, les grottes. Il y a beaucoup de sports d'eau vive, etc. C'était ouf. Donc voilà, mes programmes, je suis déjà partie quoi. J'ai déjà eu mes vacances et c'était trop cool. Et j'en avais bien besoin, donc voilà. Je suis au taquet pour septembre, tu vois, pour sortir la nouvelle version de Marketing Flow. Cliquez sur le lien tout de suite en description. À C'est ça. très très bientôt. Un grand merci pour ce bel échange et ce duo vraiment ben, qui a autant d'impact dans la promesse que dans la vraie vie. Vous êtes vraiment deux personnes formidables que j'ai très hâte de rencontrer en vrai. Merci beaucoup Gaël. Merci, c'était trop cool et nous aussi on a trop hâte de te rencontrer en vrai. À très bientôt et très belle rentrée du coup à toutes et tous. Merci beaucoup.